en elle toute la mémoire du monde, patrimoine génétique qui recèle les secrets de l'humanité. Alors, bonsoir et bienvenue sur les chemins de travers du dimanche 19 septembre de l'année 2010. Et on vous le dit pour la dernière fois, puisque c'est notre dernière émission de la saison des chemins de travers, le dimanche 19 septembre. Dimanche prochain, vous allez retrouver Tout le monde en parle. À la version, ça sera pas la version, mais tout le monde en parle, Éco-Radio. Ça percole jusqu'à la radio. Alors, on vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous avez passé une belle semaine. Toute l'équipe est là. Rachel Verdon à la réalisation, Raymond Coutu à la technique, Lise Ménard à la recherche, Serge Bouchard au microphone. Et il y a une nouveauté, là, je vous le dis tout de suite, puis je vais tout mêler, là, je suis pas habitué de dire ça. Et on vous remercie, les auditeurs, les auditrices, en très grand nombre, vous nous avez appuyé là-dessus, mais ça a pris du temps, mais on a fini par faire bouger les colonnes du temple. Les émissions, les chemins de travers du 15 août jusqu'au 19 septembre, donc de la saison, cette saison d'automne, ce soir inclusivement, seront disponibles en balado-diffusion. Je me serais pas cru dire ça un jour, en balado-diffusion à compter de la semaine prochaine. Alors ça, c'est intéressant. Je vous le redirai à quelques reprises ce soir parce que j'aime ça dire ça, tout simplement. Et vous pouvez aller sur notre site aussi, puis vous allez trouver tout ça. Enfin, je pense que vous comprenez les mots que je dis plus que moi-même qui est en train de les prononcer. Ce soir, donc, c'est sur l'eau. Ce n'est pas un détail. Nous avons un très, très grand sujet. On a déjà fait sur les chemins de travers une soirée, un dimanche soir sur l'eau. On y revient. Ça fait plusieurs années qu'on avait fait le cycle de l'eau, le grand voyage de l'eau et tout ça. Alors, on y revient ce soir. Et en deuxième heure et une partie de la troisième heure, on a Louise Desjardins qui est avec nous, poète, écrivaine, amoureuse de l'eau, femme, eau. C'est une femme et c'est une poète et c'est très, très important. On va en parler, puis on a déjà commencé à le faire avant le début de l'émission, puis c'est passionnant. Alors, vous restez avec nous pour la deuxième heure et la troisième heure. On va parler de lacs, on va parler de rivières, on va parler de ruisseaux, on va parler de sources, on va parler de couleur de l'eau, de la fraîcheur de l'eau. Enfin, on va parler de la vie. Eh bien, ça commence bien. On va être dans l'eau une bonne partie de la soirée. Je vais ouvrir le plus large possible sur la question et poser la question, ou faire l'affirmation suivante. C'est peut-être, et c'est très certainement parce que nous avons désacralisé l'eau et nous avons oublié son caractère sacré, que nous l'avons, au fil du temps, si peu respecté, et surtout ces derniers siècles ou ces dernières décennies dans la révolution industrielle et dans l'explosion démographique de la planète. Alors, c'est très important. Moi, ça me fascine quand on pense que on peut ouvrir un livre aujourd'hui, et j'en ai un, et je vais vous en parler, qui s'appelle « La nature de l'eau », et qui est signé Yann Oliveau. Ça se fabrique pas, ces choses-là. Et c'est une somme. C'est un gros livre, mais ça se veut une somme. Alors, je vous recommande pas de tout lire ça, là. Ça va vous prendre plusieurs verres d'eau pour lire ça, mais il y a des choses formidables à l'intérieur de ce livre-là. Mais il commence au tout début, c'est beau. Parce que le livre commence avec une phrase qui est toute simple, qui nous annonce les 300 000 pages qui suivent. Vous m'entendez détourner, d'ailleurs. Et ça dit, en ce début de 3e millénaire, le temps de l'eau est venu. Alors moi, j'aime ça commencer un livre comme ça. Le temps de l'eau est venu. Après tous ces siècles, tous ces millénaires, il y a cette conclusion scientifique. Nous n'avons aujourd'hui qu'une idée très incomplète des rôles dévolus à l'eau, composante majoritaire intime des cellules de notre corps. Et ce qui est intéressant ici, c'est un aveu d'humilité. On penserait, rien n'est plus simple que l'eau. Tout le monde connaît ça, l'eau. On connaît l'eau. Les scientifiques connaissent l'eau. L'eau garde ses mystères.
L'eau est un objet d'étude. L'eau a encore des secrets. L'eau est pleine de secrets. Et pour la science, et ça, les poètes le savent très bien aussi, et pour les arts, et pour la culture, et aussi pour notre regard humain. Et puis, si l'eau conserve ses mystères, c'est peut-être parce que, justement, on a désacralisé l'eau, et on pense que l'eau n'a plus de mystère, que ce n'est qu'une quantité, qu'on a créé tout ce problème, finalement. Je vous cite le philosophe québécois Jean Proulx, qui a écrit dans la revue l'Agora, c'est-à-dire l'encyclopédie de l'Agora, plaidoyer pour les eaux oubliées. Les eaux oubliées, imaginez-vous. Comment peut-on oublier l'eau? Je vais vous laisser sur votre soif. C'est parce que je vais vous lire, on va faire une pause tout de suite. Et quand on revient, après la pièce musicale, on va se pencher sur les belles phrases de ce philosophe. Alors voici le plaidoyer pour les eaux oubliées. Moi j'aime beaucoup ce titre, plaidoyer pour les eaux oubliées, de Jean Proulx. Et je cite, « Ainsi l'eau, par son être même, évoque le cosmos. Elle réfléchit l'univers, elle renvoie cette totalité à laquelle elle appartient. À sa manière, elle dévoile certains traits de l'essence du cosmos. En un mot, l'eau est un symbole cosmique. Et puisque se cache et se dévoile en elle un aspect du mystère de l'être, il nous faut apprendre à la méditer. Apprendre à méditer l'eau. Elle est figure cosmique et c'est à nous de la contempler. Elle est langage, il nous appartient de la déchiffrer. Elle est microcosme, elle nous donne à penser, comme nous disait Kant. Elle nous donne à penser comme le cosmos lui-même. Alors, l'eau nous dit une vérité sur l'univers. Il nous incombe de chercher à la comprendre. Il se trouve qu'en écoutant l'eau, nous accueillons une parole de l'être, car l'eau est en quelque sorte transparente à l'essence même du cosmos. Telle est la grandeur, telle est la dignité, telle est la beauté de l'eau. Tout en étant pleinement elle-même, être un symbole cosmique. Mais telle est aussi la grandeur, telle est aussi la dignité, telle est aussi la beauté de la symbolique de l'eau. Nous dévoiler la vraie nature de l'eau, son sens premier et littéral. Tout rapport de recherche technique qui commencerait par ces 2 paragraphes mériterait d'être lu. Alors, c'est un très beau plaidoyer et nous vivons au quotidien dans ce que les philosophes ont appelé l'oubli du mystère de l'être. J'aurais le goût de dire ceci. Nous aurons beau faire tous les programmes d'éducation, tous les programmes de sensibilisation, tous les documentaires écrits sur tous les toits du monde, tant et aussi longtemps que nous aurons désacralisé le monde, ça va être impossible de véritablement retrouver sa beauté. Dans matière d'eau, cet oubli, l'oubli du mystère de l'être, et cette désacralisation de l'être de l'eau annihile le respect que nous devons à l'eau. Alors, ça nous enlève tout le respect que nous devons à l'eau. Et on pourrait dire que c'est une raison de la crise mondiale de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est utilitaire, l'eau a d'autres fonctions, l'eau est désacralisée, l'eau n'a plus de rapport avec le cosmos, la poésie, la santé, la beauté, le sens de la vie, l'humanité. Et puis quand on fait on va le faire tout à l'heure, quand on fait nos petites répétitions pour nos enfants bien cultivés aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes de l'eau. Il nous faudrait multiplier les histoires d'eau avant d'en arriver goutte après goutte, c'est le cas de le dire, à une histoire générale et universelle de l'eau qui mériterait bien sûr d'être retracée. Vaste projet. Ce serait une source de fonds pour quiconque veut s'instruire à propos de nous-mêmes. Réfléchir sur l'eau, c'est ça, c'est réfléchir sur nous-mêmes parce que nous sommes de l'eau et cette eau nous résume en entier. Sa mémoire, nous le disions plus tôt en ouverture, sa mémoire a archivé au fil du temps, fluide, tout ce qu'il y a à dire sur le monde. Et la métaphore de l'eau est une métaphore rude et implacable. Le temps est une rivière liquide. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Ça a été dit, redit. L'eau fut notre premier miroir, ça c'est vrai. C'est la première fois qu'on s'est vu la face, c'est dans l'eau. La glace originelle,
où nous nous sommes premièrement mirés. Puis si c'est dans le regard de l'autre, ben c'est l'autre étant une flaque d'eau. Alors, on se regarde d'eau à eau. Nous sommes purs, comme l'eau. Nous sommes sales, comme l'eau. La vie est un long fleuve tranquille, ou la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parler de l'eau, faire parler l'eau, c'est la même chose. Et l'eau, ben, c'est intéressant parce que si vous lui donnez cette humanité, cette conscience, elle a la tête dans les nuages, ce qui n'est pas rien. Elle est partout, l'eau. Elle est dans les montagnes, elle est dans les forêts, elle est sous le sable des déserts, elle est dans le sein dur de la terre. La croûte terrestre contient beaucoup d'eau, ça, c'est quand même étonnant. Il y a de l'eau partout, dans les profondeurs millénaires des calottes glaciaires. Ben ça, c'est sûr, c'est impressionnant. Ça, c'est de l'eau, on dit la vieille eau, mais de l'eau de 30 000 ans. Mais c'est de l'eau qui peut avoir des millions d'années. La goutte qui devient filet, le filet qui rigole, la rigole qui ruisselle, le ruisseau qui se gonfle, la rivière qui sinue, le fleuve trouve toujours son chemin et la mer, enfin. Antichambre de très, très grands courants terrestres. La route invisible dans les grands océans. Alors on dirait ça à l'entrée d'un chez-soi. Avant, c'était la Pangée, un seul continent entouré d'un immense océan, la Pantalassa. Il faut que nous ayons été assez tôt pour nous souvenir d'une chose pareille. Il faut dire aussi, ça se dit dans les écoles primaires, 97% de l'eau terrestre est salée. C'est quand même bouleversant, c'est de l'eau salée. 3% est de l'eau pure. Alors, si on savait écouter l'eau, si on savait lire l'eau, c'est l'archive première, c'est l'archive de la vie sur Terre, de la vie dans l'univers, de la vie dans le système solaire. Alors, l'eau nous dirait, peut-être pour nous intéresser dans l'actualité, les bassins versants, l'eau nous dirait ceci, les bassins versants furent les premières frontières des Premières Nations. Et on pourrait se mettre à réfléchir. À l'échelle de toute la Terre, les peuples se sont constitués autour des bassins hydrographiques. Donc, cette volonté d'être une rivière, d'être un système hydrologique, être de l'eau. Je suis le peuple de... D'ailleurs, c'est intéressant, les Premières Nations d'Amérique, c'était ça un peu. Les gens, on vient d'entendre Guy-Philippe Wells. Le lac Saint-Jean s'appelait le lac Piquagami. Et les Inuits de Piquagami, ça veut dire lac plat. Et les Inuits de Piquagami, ils se divisaient en plusieurs sous-peuples. Alors, regardez toutes les rivières aujourd'hui, c'était ça. Les Inuits du Piquagami, il y avait les Achamuchuan, Piquagami. Il y avait les Métabetchouan, Piquagami. Il y avait les Péribonka. C'est donc beau. C'est donc beau. Et toute la toponymie nous le dit. Alors, ce sont les peuples. Mais, c'est intéressant. C'est aussi à propos des bassins versants et de l'eau et des sources de l'eau qu'il y a eu des guerres entre les peuples. Empoisonner l'eau de l'autre, détourner l'eau, prendre l'eau. Et celui qui a le plus d'eau, celui qui a le moins d'eau. L'eau nous donne tout et nous retire tout. L'eau nous donne des récoltes et des jardins. Des jardins. Louise qui va être avec nous tout à l'heure. Des récoltes et des jardins. Des palais, des bains. Des bains. Tous les Arabes adorent les parfums et les bains et se laver. La grande époque de classique arabe, c'était les parfums, les jardins, se laver. Mais l'eau nous donne aussi la violence, la guerre, les empoisonnements. Oui, c'est franchir la rivière, puis aller battre l'autre et lui interdire l'eau. Donc, assoiffer les uns, garder tout l'eau pour soi. Alors, c'est intéressant, c'est l'histoire de l'humanité. C'est intéressant. Pensez-y bien. C'est ce qui s'en vient sur Terre. À qui est l'eau?
Bien alors, nous, les humains, nous sommes, les Homo sapiens sapiens, nous sommes sur Terre comme des poissons dans l'eau. Alors, c'est intéressant, c'est une sorte de paradoxe, car l'eau nous transporte, l'eau, c'est notre mobilité. Sans eau, on ne se déplace pas. Alors, nous sommes des bipèdes en provenance d'Afrique et nous avons été bloqués dans l'Afrique tant et aussi longtemps qu'on ne pouvait pas traverser cet immense désert qui était l'ancien Grand Sahara. Et on a réussi à le traverser avec des courants d'humidité. Ça prend de l'eau pour voyager. Mais c'est tellement vrai que c'est comme ça qu'on va découvrir la planète aussi. C'est en bateau, c'est les bateaux qui nous transportent. On va aller... Et l'Amérique, toute l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire de l'eau. C'est l'histoire des autoroutes d'eau, des voies d'eau se découvrent. Et nous, au Canada, puis au Québec, et dans l'est du Canada, puis dans le nord-est de l'Amérique, nous sommes le peuple d'eau. Il y a de l'eau. Il y a des lacs et il y a des rivières, c'est partie de notre culture. On monte au lac, on revient du lac, il y a telle rivière. Il y a de l'eau partout. On est habitué de voir des chutes, on est habitué de voir des rapides, on est habitué de voir de l'eau, on est habitué de voir le fleuve, on est habitué de voir ceci, de voir cela. Puis en plus, ça fait partie même de l'union de nos... Vous savez que Florent Volant, il nous le dirait s'il était ici. L'eau, en algonquin, ça se dit, et nous devrions le savoir parce que c'est resté dans la toponymie, l'eau, ça se dit nipi. Alors, le mot nipi, vous le retrouvez partout. Alors, quand vous entendez en Abitibi ou vers la baie James, waswa nipi, ça veut dire de l'eau. Nipi, ça veut dire de l'eau. Dans le cas de waswa, ça veut dire l'eau blanche, l'eau lumineuse, l'eau lumière, nipi. Vous avez des choses qui sont courantes dans nos vies. Gami, kami, ça veut dire lac en algonquin. Matagami, Témiscami, Shibogami, Shibogamor. En fait, c'est Gami et Gamor. Témis, ça veut dire profond. Lac sans fond. Témiscamingue. Lac profond sans fond. Jamais n'a-t-on vu le fond du lac Témiscamingue. Il faudrait descendre dans des noirceurs épouvantables et trouver des poissons plus gros que des paquebots. En fait, c'est tellement profond qu'on ne descend plus. À un moment donné, on s'immobilise. Témiscouata, même chose. Le grand lac Témiscouata, profond, profondeur. Témis, ça veut dire profond. Chipo, Chipi, rivière. Grande rivière, Mista, Chipi, Mississippi. Écoutez, c'est beau tout ça. Ça fait partie de notre vie. C'est de l'eau. On a de l'eau. L'eau nous reçoit de partout. Alors, dans quel état sommes-nous et qu'avons-nous fait de cette eau? Alors ça, c'est intéressant dans notre histoire récente. Nous avions nos ancêtres. Voyaient de l'eau partout. Buvaient de l'eau partout en voyageant. Toutes les rivières, on pouvait boire de l'eau, même moi qui n'ai pas centenaire, mais je me souviens que dans le bois, on buvait de l'eau à toutes les rivières, en canot. Alors, l'eau était pure, l'eau était là, on s'en est servi. Mais pour le progrès, pour la force, d'abord pour la force, pour les moulins, pour couper le bois, on s'est mis à faire, et le Québec a été champion là-dedans, faire des barrages et des réservoirs partout. Il y a tant de choses à dire sur l'eau, puis l'heure s'en va, puis on va continuer, bien sûr, en deuxième heure avec Louise Desjardins, mais oui, quand on était jeune, je mentionnais, il y avait de l'eau, bon, il fait quand même j'ai un pied dans cet ancien temps où on pouvait boire de l'eau des lacs, puis on buvait de l'eau des rivières, mais si on nous avait dit, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, si on nous avait dit qu'un jour, on nous aurait dit ça, là, on était au Québec, à Montréal, ou à Québec, ou ailleurs, au Québec, quand j'étais jeune, qu'on m'aurait dit qu'on aurait bu de l'eau en bouteille, je l'aurais jamais cru. Ni personne autour de moi l'aurait cru. Qu'on aurait été au dépanneur pour acheter de l'eau, jamais personne n'aurait cru un pareil truc. Alors imaginez, on fait de la futurologie, on aurait fait une fiction, on aurait fait un film dans 30 ans, 40 ans d'ici, et puis on met le personnage central, il s'en va s'acheter une bouteille d'eau, puis il va payer 2 $ pour une bouteille d'eau. Et en plus, c'est Nestlé. Quand on était petit, Nestlé faisait du chocolat. Aujourd'hui, ils sont dans l'eau. Et vous savez, c'est passionnant. Nestlé, c'est la plus grosse compagnie qui détient l'eau pour boire au monde. C'est un empire. On n'a pas idée de la grosseur de l'empire. Mais ils sont talonnés par des gens qu'on connaît très, très bien.
Pepsi-Cola. Pepsi-Cola qui est dans l'eau. On nous aurait dit que Coca-Cola puis Pepsi seraient dans l'eau. On l'aurait jamais cru. Alors, vous voyez, l'eau est devenue, ça devient un enjeu. D'abord, ça devient une ressource qui rapporte beaucoup d'argent. Ça devient un enjeu important. D'autant plus qu'on n'avait pas prévu qu'on en ferait tant. On n'avait pas prévu qu'on serait 7 milliards. On va bientôt être 10 milliards. Et regardez ceci, tiré du National Geographic spécial sur l'eau. Mais ils aiment ça faire ces trucs-là. Alors, je vous donne quelques chiffres qui sont bouleversants. Des gallons d'eau. Ben là, des gallons, c'est dans mon temps, là, c'est 4 litres, 5, hein? 4 litres, 5. Saviez-vous qu'on est 10 milliards sur la planète, puis on est bien fin, puis on aime ça, puis on veut être libre, puis on veut tous avoir une paire de jeans. Hein? Même les jeunes ont des paires de jeans, les adultes ont des paires de jeans, même maintenant les vieillards mettent des jeans, puis même les hommes mettent des jeans pour pas vieillir, puis les femmes mettent des jeans aussi. Mais en tout cas, ça prend 2900 gallons d'eau produire une paire de jeans. 2900 gallons d'eau pour faire une paire de jeans. Moi, je trouve ça fabuleux. J'ai chez moi, je vis dans le bois, puis j'ai un puits de surface, puis j'économise l'eau parce que je suis très intéressé. C'est parce que je pense toujours que mon puits, je vis dans la hantise de vider mon puits. Alors, j'économise l'eau. Et bon, quand j'enlève mes jeans, puis je dis, hey, 3000 gallons d'eau pour faire une... Mais 1800 gallons pour faire une livre de viande hachée. Ça, c'est bouleversant. Ça veut dire, quand tu te prends un hamburger, là, ça a l'air de rien. Un hamburger, tu te fais toi-même à la maison, mais il y a 1800 gallons d'eau qui a passé pour produire ça. Je prends ça, n'importe quoi, là, ce que ça prend pour... en même temps, vos couvertures dans le lit, la douillette, 3000 gallons que ça prend. Produire du fromage, 580 gallons pour produire un carré de fromage. Un livre de saucisses, 1400 gallons. Bon, enfin, des saucisses avec des œufs. Puis là, il y a des poulets, ça prend 400 gallons. Regardez, ils nous ont fait ça, des bulles d'eau, hein, c'est des gouttes d'eau partout. Je vais le refermer parce que c'était peur, hein. Ça prend de l'eau. Notre mode de vie prend de l'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup plus d'eau. C'est caché. Et là, cette eau, elle est utilisée. Actuellement, elle est prise. On en a. Et on en mange de la viande hachée. Oui, la Lièvre, bien sûr. C'est une rivière. Alors, nos rivières, on devrait bien les aimer, les sacraliser, justement. Et qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose qu'on a sacralisé? On en prend un soin précieux. Balado. On parle d'eau, balado. Ça tombe bien ce soir. Balado, diffusion. Alors, je suis avec fierté. L'heure s'achève. La première heure des chemins de travers ce soir s'achève. Et c'est avec fierté que je vous dis que les émissions, les chemins de travers du 15 août au 19 septembre, donc ce soir, inclusivement, seront disponibles en balado-diffusion à compter de la semaine prochaine. Et vous allez sur le site des chemins de travers, et là, il y a une icône, c'est ce qu'on me dit, et là, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une icône? On clique. Vous cliquez, et là, c'est parti. Vous allez pouvoir écouter. Alors, on est très fiers. Vous pouvez nous écrire aussi, nous envoyer un courriel. On est toujours très content de vous lire, et vous êtes toujours bien intéressant et intéressante. Les chemins de travers, en un seul mot, à radio-canada.ca. Alors, nous parlons toujours d'eau, et je voudrais pas en finir, mais avec cet important regard de sacralisation de l'eau et de la symbolique de l'eau. Finalement, on écoute des chansons, on écoute des chanteurs, on écoute des poètes, toute la littérature de l'eau. L'eau est véritablement un support à ce que moi j'appellerais la santé mentale collective. C'est la vie. Et dans la grande symbolique d'à peu près toutes les cultures, ça c'est intéressant. Et là, on pourrait se lancer sur un autre chemin de travers. L'eau, c'est associé à la femme et à la lune. Et rien de plus beau que l'eau, le mariage de l'eau avec la lune. Et ça, tout le monde qui connaît le bois vont le dire. Même les océaniques vont le dire. Quand l'eau rencontre la lune, moi, ça me fait sauter les plombs.
je suis pas le seul, là. C'est vraiment pas original, mais c'est extraordinaire. Il y a une lumière, il y a une magie, et puis tout ça. Mais on ne peut pas toujours combattre la magie. On ne peut pas toujours calculer l'eau, la litre, le litre d'eau, la fonction de l'eau, la force de l'eau. Oui, l'eau est utile. L'eau nous sert bien. L'eau, c'est une grande victoire de l'humanité, d'ailleurs. L'eau préfère-t-elle être chaude ou l'eau préfère-t-elle être froide? Ah, une grande question, ça. Il y a des sondages qu'on pourrait faire, mais c'est difficile. Mais qu'est-ce que l'eau pense? Et puis l'eau, ce qu'on appelle l'eau courante. Quelle victoire de l'humanité. Des tuyaux partout. Et de l'eau qui court partout. Et là, on peut se laver, prendre une douche, boire de l'eau au robinet, comme j'ai été élevé à ça, moi, quand j'étais jeune. On avait soif, on buvait de l'eau. C'est drôle, ça. On avait de l'eau quand on avait soif. Aller aux toilettes, tirer la chasse d'eau. Petit geste anodin. Mais n'importe qui, n'importe quel cultivateur qui est autonome quant à son eau sur un puits de surface vous dira tout le drame la veille de Noël quand il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau pour les vaches, il n'y a plus d'eau pour les enfants se laver, il n'y a plus d'eau pour boire, il n'y a plus d'eau pour faire la cuisine. Petit détail, l'eau, c'est bien important. On vous revient tout de suite dans la prochaine heure, on va continuer à nager puis à plonger. On vous revient avec Louise Desjardins, bien sûr. Comme d'habitude, une belle conversation du dimanche soir. Vous êtes sur les chemins de travers, c'est la deuxième heure. Serge Bouchard au microphone. Et pour cette deuxième heure, nous parlons bien sûr de l'eau, mais de l'eau dans tous ses états. Mais c'est Louise Desjardins qui est avec nous pour cette deuxième heure et probablement pour une partie de la troisième. serpent des dieux, déchu des torrents qui frappent à nos tympans.
Pelletier et Kabir Kouba. On va saluer nos amis de Wendake. C'est la chute à Wendake. Louise Desjardins, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur les chemins de travers. Évidemment, moi, je suis un homme heureux. Parce que là, je reçois une Abitibienne, une femme de la nature, une poète, une écrivaine. Vous êtes un rêve, là. Vous savez que j'aime l'Abitibi. Oui, je sais. Je sais. Alors, l'eau, ça vous intéresse, et puis on va en parler, bien normalement, comme des amants de l'eau. Ce que nous sommes. Oui, moi, je suis en tout cas. Oui, moi, en tout cas, parce que j'ai passé toute mon enfance tout près de l'eau, parce qu'en Abitibi, c'est une région d'eau. Il y a un paquet d'eau, là. Oui. Il y a des lacs. Des lacs, surtout des lacs et des rivières. Et j'ai appris très tôt à aimer l'eau, aimer les qualités de l'eau, à discriminer les sortes d'eau et tout ça. On va se faire un peu d'histoire. Il y a M. Desjardins, Rémi Desjardins, là, c'est que vous êtes quand même des spéciaux. Il y a M. Desjardins, le papa, qui, dans les années 50, lui, comme un bon Abitibien, il s'est trouvé une place. Et puis, il y a un mot magique dans l'hydrographie, les lacs de tête. C'est ça. Hein? Il s'est trouvé un lac de tête. Il s'est trouvé un lac de tête. Il a beaucoup cherché parce que mon père travaillait dans les bois. Il était, on appelait ça marché du bois. Il partait pendant des mois, l'hiver, et il allait voir quel bois on allait couper, les marquait. Oui, c'est ça. C'est ça. Les bois à couper pour la compagnie de la CIP pour laquelle il travaillait. Il devait être en forme. Il marchait des kilomètres et des kilomètres. Parce que là, c'est avant le skidoo, là. Ah oui, c'était avant le skidoo, dans les années 50, dans les années 40, oui. Et puis, c'était une vie très dure, mais c'était une vie de liberté. Alors, c'est sûr. Il observait tout ça, lui. Oui, et il était passé souvent sur la pointe du lac Vaudrey, là. Il avait regardé ça, puis il avait vu déjà. Et son choix était fixé parce qu'il s'était dit, il y a 3 ou 4 sources sur ce terrain-là. Et si jamais je me bâtis un camp, comme il disait, je me bâtirai là. Ah ouais, c'est une à cause de l'eau. Qu'on devrait conserver. Se bâtir un camp, c'est bien important. Maintenant, le lac de Tête, c'est dans un réseau hydrographique, il faut bien que ça commence quelque part. Oui. Un bassin hydrographique. Alors, les lacs de Tête sont les lacs de sources qui sont alimentés par des sources. Parce que normalement, un lac, ça a une charge puis une décharge. Il y a un ruisseau qui charge, puis un ruisseau qui décharge, ou plusieurs qui chargent, plusieurs qui déchargent. Mais le lac de Tête, lui, est là. Il est chargé par les sources. Pur et cristallin. C'est exactement, l'eau claire. C'est un kettle qu'on appelle. C'est-à-dire que c'était un glacier qui était là, qui est parti. Il a laissé son eau. Il a laissé son eau pure. Oui. Non, mais c'est quand même, c'est des sources, et là, et là, c'est de l'eau très, très pure, et là, l'eau commence son voyage sur Terre, là, dans tout. Alors, le lac Vaudrey, c'est donc lui. Il est à la frontière du Témiscamingue et de l'Abitibi, parce qu'il est au sud. Un peu au sud de la 117, entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, plus près de Rouyn-Noranda. C'est un lac qui est jumelé, pour ainsi dire, avec le lac Joannes. Nous, on disait Joanne, lac Joanne. Ah oui, lac Joanne. Mais c'est le lac Joannes. Ça s'écrit Joannes. Vaudrey, ça serait peut-être un soldat de c'est un régiment. C'est ça, un soldat de régiment. Mais il y avait un nom algonquin. Il y avait un nom algonquin, c'était le nom Kaganoma qui s'appelait. C'est tellement plus beau, je trouve. Oui, mais il a fait une campagne pour le changer. Kaganoma. Kaganoma. C'est bien plus beau que Vaudrey. C'est très beau. Vaudrey dans le péché mortel. Mais c'est ça. En Abitibi, on aimait beaucoup les régiments parce que presque tous les noms de villages viennent de... Mais vous avez été sauvé quand même parce que l'Abitibi vient tard, après 1909. Oui. Et on avait passé la crise d'hystérie de sanctifier à peu près tous les villages. Il restait plus de saints dans le martyrologue. Il y en a moins, disons. Il y en a moins. Il y en a moins. Non, mais on a des noms... On a quand même des petits Saint-Mathieu ici et là, mais en général, c'est des noms de soldats de régiment. Oui. Ouais, mais c'est des beaux noms, là. Palmarol, La Morandière. C'est ça. C'est Figuerie. Ben là, il y a Saint-Marc en avant. Oui, Saint-Marc de Figuerie. Oui, il y avait le pensionnat des Indiens. C'est ça. Ouais. Écoutez, vous êtes au lac Vaudrey, vous êtes toute une petite fille, vous avez toute la famille, puis votre père, il vous a passé l'amour
On va appeler ça niaiseusement de la nature. Absolument, parce que nous, on est arrivés là, il n'y avait rien. On a vécu sous la tente. On a vécu vraiment comme des Amérindiens. C'était notre chalet. On y allait les fins de semaine. Ouais. Mais quand même, on a connu ça, manger sous la tente quand il pleut dehors, vivre avec rien, presque rien. Alors, faire les fèves au lard en dessous du feu, puis les manger le lendemain matin parce que le feu de bois brûlait toute la nuit. Comment il s'appelait, votre père? Il s'appelait Yvon. Yvon. Alors, Yvon, lui, il est quand même ratoureux. Il a vu que c'était beau. Oui. C'est là qu'il va avoir son camp. Bien, j'espère qu'il n'a pas été dire aux compagnies de bois, faut couper ce bois-là. Oh mon Dieu, non. Il n'a pas dû marquer ces arbres-là. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'assemblant, il n'avait pas vu le lac Vaudrey. Pas du tout, non. Non, ça, Au début, c'était pas une réserve, là, mais dans les anciens clubs de chasse et pêche. C'était un club de chasse et pêche. Oui. Alors, il fallait payer, là, presque, pour ça a passer. son histoire. Ça, un jour, on devrait faire... les zecs, là. Les ancêtres des zecs. C'est ça, exactement. Et puis, il fallait d'ailleurs traverser une frontière pour aller là. Il y avait une barrière, puis il fallait se nommer et tout. Donc, c'est une région très riche. Oui, mais elle était déjà un peu protégée par le fait même. Par le fait même, parce que les clubs privés de chasse et pêche étaient des... c'était des zones de conservation. Les gens voulaient pêcher. Puis avoir les orignaux, puis tout ça. Alors, c'est la région sauvage. C'est ça. On était les premiers. D'ailleurs, on n'a même pas pu apporter le bois par la route parce qu'il n'y avait pas de route. Alors, le bois est venu par le lac, par la rivière du Kenojévis. Le lac, c'est ça. Alors, on a construit à partir... D'ailleurs, il était écologiste avant l'heure parce que il avait vu dans la forêt des vieux chantiers désaffectés. Et il a demandé la permission de récupérer le bois. Et la plupart des chalets qu'on habite, ils sont faits de bois de... il débâtissait des camps de bûcherons. Des camps de bûcherons, oui. Il faisait ça. Il était bon. Il était écologiste aussi avant là, parce que j'ai lu dans les notes qu'il avait construit, ça c'est des années 50, ça se faisait presque pas, mais quoi que on se rassure, il s'était construit loin de la rive du lac. Oui, puis là, les voisins disaient, mais est-ce qu'il est un peu fou des jardins, il se cache la vue du lac, et il laisse ses arbres en avant du lac, 75 pieds. Ça se faisait pas. Ben non, parce que les gens construisaient leur chalet presque dans le lac, même il y en a qui faisaient, comme on disait, bulldozer du sable sur la plage. Pour s'avancer dans le lac. Et ça, pour lui, c'était un sacrilège. Il gardait les zones aussi, les bois d'aunes, là, parce qu'il disait c'est serré, ça, puis ça va protéger le lac quand il pleut. Il nous enseignait ça, là. Quand il pleut, l'eau ira pas. Il était bon parce que là, il était bon. C'est une sorte de pensée sauvage très, très bien nourrie. Absolument. Parce que les zones, les gens, on aime ça, on haït ça. On haït ça, mais en même temps, c'est comme des clôtures. C'est des clôtures, puis en plus, vous savez, ça régénère beaucoup, ça enrichit beaucoup le sol. Je donnerai jusqu'à mon ombre pour apaiser mon envie si féroce. Je t'attendrai pour cette noce en dépense dangereuse. Sur ton lit de pierre, je m'en irai défaire mon armure de soie, de lumière, belle orageuse. Ma sœur, qu'il est doux, le fil de l'eau tendu. Banquet d'outarde, des voix et nous, sous des abris de toile, au fond du fjord, un feu attisé par le nord. Il est à nos je bande mon corps du plus loin des Açores. Oh, mon amour, le monde, oh, ma vie.
ça irait. Hors de ma peau, ta faim trouvera mon pain. Alors, c'est très, très beau, hein? Richard Desjardins, c'est votre frère, hein, famille Desjardins, fils d'Yvon Oui. et de sa mère. Oui, et de sa mère musicienne, c'est sûr. Sa mère musicienne, oui, ah oui. C'est quand j'entends cette chanson du saumon, la musique, ça me fait penser à ce que ma mère jouait, une espèce de musique un peu romantique. Ah oui. Puis Richard, il refait ça. Là, oui, souvent, oui, ça ressemble. C'est vrai qu'il fait. Oui. Il y a des fioritures. Des fioritures. Oui. Alors, il faut savoir donc que c'est familial. Alors, tous les enfants, vous êtes élevés par Yvon le forestier et puis Justine la musicienne. La musicienne. Ça fait des beaux enfants. Ben. Franchement, ça fait des beaux enfants. Vous avez, Richard, qui est, vous êtes poète, vous êtes écrivaine, et puis Richard, il fait la chanson, il est poète, il est musicien. Vous avez un autre frère qui, dans les eaux usées, alors dans le sujet, hein? Oui, à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, oui. Grand spécialiste des eaux usées. Oui, c'est ça. Il a fait des travaux un peu partout dans le monde, en Indonésie, en Amérique du Sud. Maintenant, il est à sa retraite, mais il fait encore des contrats. Ouais. Et puis, j'ai un autre frère plus jeune qui est peintre et qui fait de la peinture. Et j'ai un autre frère qui est dans le vitrail. Alors... Coudonc, c'est très difficile de se passer de vous. Vous êtes vraiment une bonne contribution. Alors, ce lac magique, ce lac de tête a fait des artistes, oui, c'est vrai. Oui, parce que je pense que c'est ce lieu-là, c'est un lieu magique. Moi, je peux pas m'en passer depuis qu'on est là. Depuis 1954, je peux dire que j'ai jamais passé un été sans y aller. D'ailleurs, vous en arrivez. Et j'en arrive. Et maintenant que je travaille moins, je travaille plus pour moi, je vais passer 2-3 mois chaque été. J'arrive en juin et je reviens fin septembre. Le lac Vaudrey, il est devenu un peu... il a été dans l'actualité, il est devenu un peu célèbre, il est devenu donc l'objet d'une cause. Bon, Richard, votre frère a fait ses considérations documentaires sur la forêt boréale, merveilleux. On a finalement eu un électrochoc. Oui, à cause de l'erreur boréale. L'erreur boréale. Mais nous, on avait commencé bien avant, là. C'est ça. Oui. Et là, ce lac a été menacé à un moment donné. C'est-à-dire que nous, on a un lac sur lequel, au bord duquel, plutôt, il y a des chalets, mais seulement sur un côté. Alors, quand on regarde le coucher de soleil, le soir, c'est une bande d'épinettes et il n'y a aucun chalet de l'autre côté. On va me faire mourir, là. Alors là... je vais devoir quitter le studio. Si vous mettez une bande d'épinettes dans le soleil qui se couche. Une bande d'épinettes noires avec le rouge feu du ciel. Alors là, ils ont commencé à dire qu'ils allaient couper l'autre côté du lac, faire une belle coupe à blanc. Et, c'est sûr. Et là, on a vu notre coucher de soleil tout d'un coup qui allait sombrer ailleurs que... Alors, on a vraiment... mais c'est pas seulement ça, c'est que l'industrie commençait à être vraiment vorace. Et je pense qu'il fallait faire quelque chose parce que on se rend compte aujourd'hui que tout ça, c'est très fragile. Hein? Et puis, je sais pas, si on coupait moins de bois, il y aurait moins d'inondations. Alors, tout ça, c'est lié. Hein? Alors, on a commencé, les compagnies ont commencé à dire, on va vous laisser une bande de protection de 20 mètres. Et puis après, on a commencé à négocier 22 mètres. 30 mètres, et puis tout ça. Les arbres, ils devaient être tout énervés. Là, ils ne savaient pas s'ils étaient en bonne zone. Mais finalement, on a gagné plus que ça. C'est devenu une grande réserve de biodiversité. Mais je vois aujourd'hui ce qui se passe à propos des gaz, de schiste, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est l'industrie qui veut faire plus d'argent, puis les gens qui veulent freiner ça, puis qui passent pour des activistes, et c'est toujours le même pattern. Puis à l'époque, on faisait des réunions avec le ministère des Forêts, puis tout ça, puis on avait toujours l'impression que il y avait une collusion entre l'industrie... Le gouvernement parle plus le langage de l'industrie. Alors, comme citoyen, moi, je trouvais qu'on était absolument ignorés. Nos besoins, parce que quand on disait c'est beau, c'est utile, il faut préserver ça. C'est ce que je disais en première heure. Là. Le problème de la sacralisation puis de la beauté, qu'est-ce qu'on dit?
en commission parlementaire ou en commission publique. Ça n'a aucune répercussion parce que c'est des niaiseries pour plein de gens. Alors que moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment très, très important. C'est la vie. On est sur Terre un certain temps, ben il faut en profiter comme être vivant et être capable de s'entourer de bien-être. Mais je parle pas de choses luxueuses, là, mais de choses qui nous rendent bien, qui nous rendent bons et qui... Alors ça n'a absolument aucune importance comme argument sérieux, si on veut, parce que ça fait pas d'argent. Je vais vous demander, je vais vous inviter à venir à une commission parlementaire, une commission, mais pas parlementaire, mais une audience publique sur l'eau. Lisez-moi donc un poème, un inédit. Je sais pas, celui-là, là, je vous le propose. Lisez-nous ça, puis ça, c'est, mettons, vous présentez au micro devant les commissaires. Donc, c'est votre poème. Alors... L'été chante un air nostalgique à la pointe du couteau. Il fait de plus en plus chaud. Les icebergs débarquent. Les grandes ours s'affolent. L'eau de source s'alanguit. Le nord fond en larmes, se perd dans le ruisseau gonflé, entraînant avec lui des poussières des Noukchouk. C'est beau. Oui, ça commencera bien, un débat sur très convaincant. Oui. Ben, c'est ce que vous dites. C'est ça. C'est ça. Comment on va traduire, comment le citoyen, comment l'être humain, en fait, on dit citoyen, mais un être humain total qui aime son pays, ses paysages, va s'adresser à l'État ou à l'industrie. Ben, c'est comme ça qu'on l'a fait. On a écrit un poème à nous deux, c'est une bijou écologique. Ouais. Et puis, on y est allé comme ça, avec ce qu'on était. Puis Richard plus que moi encore. Moi, j'étais plus dans la petite cuisine en arrière, faire le bureau, faire les convocations et tout ça. Mais on y est allé avec toute notre âme. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on finit par gagner du terrain, si on veut. Mais c'est tellement une bataille inégale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule valeur, c'est l'argent. Mais ça, je veux dire, c'est quand on y pense 2 secondes, il y a ce vieux proverbe amérindien, qui, je sais pas, c'est pas un proverbe, je l'ai pas mot à mot, mais qui dit on va tout pêcher les poissons, on va polluer toutes les rivières, et alors on s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Il y a ça. Mais on peut peut-être acheter des choses ailleurs, toutes faites, congelées. Mais ça va devenir de plus en plus en plastique, là, ce qu'on va manger. L'argent ne se mange pas, mais ça, quand même, j'étais fasciné tantôt. 4000 gallons d'eau pour une livre de viande hachée. C'est ça. Mon prochain hamburger, là, je vais y penser 2 secondes. Mais il faut y penser. Il faut y penser parce que les gens qui prônent le gaspillage de cette eau fragile, c'est des gens qui disent on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Puis il y a de l'eau en masse. Puis il y a de l'eau en masse, il y en a, c'est pas grave. Ça coule tout le temps, l'eau, puis bon. Mais moi, je pense que la liberté, c'est de faire des choix éclairés. Et justement, dans le Devoir de jeudi, il y avait un article qui s'appelait « Ceci n'est pas un buffet ». Alors, regardons ça. Gardons ça. Alors, c'est qui l'a écrit, ça? C'est Jean-François Bissonnette, c'est ça, d'Ottawa. Oui, puis c'est très bon, ça. C'est un très beau titre, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est tout à fait cette idée-là qu'on peut en prendre, même si on n'a plus faim, on peut en prendre encore. C'est pas grave, il va toujours y en avoir, mais c'est pas... Quand on y pense 2 secondes, on le sait qu'il n'y en aura plus à un moment donné. Et ça vaut pour tout. Oui. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique, un fleuve bleu vert et Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile.
fragile, belle et rebelle, presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Un fleuve tout plein d'animaux brillants, de capelans, de cap-diamants, de baleines douces et de poissons volants. J'habite un estuaire souffrant, un vieux géant à court d'arguments. Faut vacciner même les marsouins, des barbouillés, bébés loufoques, des grands lacs jusqu'à Tadoussac. Il faut laver l'eau, laver l'eau, laver l'eau. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique. Un fleuve bleu vert, Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel. Agile, fragile, belle et rebelle, presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Un fleuve, barre de verre, Charlevoix, bordé de quais, de fermes, d'oncle Joseph, de noms qui choignent chez les Cajuns. J'habite une suite de caps tourmentés, à la mémoire des marins d'eau salée, des voitures d'eau qui l'ont défriché. Ils étaient des centaines, puis des milliers, on est des millions. Amarrés au marais, amarrés au marais, amarrés au marais, amarrés au marais. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Je suis en compagnie de Louise Desjardins. Nous parlons d'eau. Nous parlons de la vie. Parler d'eau, c'est parler de la vie. Ceci n'est pas un buffet. Pourtant, on se comporte comme ça. On sait très bien que la loi, c'est la loi de l'argent et de l'accumulation de l'argent. C'est pas la loi de la philosophie, c'est pas la loi de la poésie, c'est pas la loi de la beauté, c'est même pas la loi de l'équité. Non. Alors, ceci n'est pas un buffet. On pensait qu'on contrôlait les morues. Oui. Puis on les a pas contrôlés du On tout. ne pas contrôlés du tout. Et les saumons? Les saumons qui reviennent, on les a crus disparus et ils reviennent. Et ils reviennent. Je disais, là, mais même sur la côte du Pacifique, ils reviennent en trop grand nombre. Ils ne pourront même pas tous rentrer. Ils savent plus quoi faire avec. C'est ça. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne comprend pas tout. Je le disais en première heure, l'eau, on pense que l'eau, c'est simple, mais l'eau, c'est très compliqué. Le cycle de l'eau est très, très compliqué. Alors, elle va, elle vient, elle s'évapore, elle retombe, elle glisse, elle ruisselle, elle s'enfonce, elle fond. Mais c'est bien plus compliqué qu'on pense. Alors, il y a des changements qu'on observe quand même, objectivement. Oui, c'est assez évident. Moi, depuis quelques étés, je remarque quand je suis dans la forêt, là, que parce qu'on vient quand on est toujours dans le bois, du matin au soir, pendant des mois, on vient à presque se comprendre, si on veut. Ouais, je partage ça avec vous. Moi, l'eau du lac, elle me parle. Hein? Je sais de quel côté est le vent à cause de l'eau du lac. Je sais si elle va geler, elle devient plus huileuse. Je l'entends au printemps quand elles font. Mais depuis quelque temps, je trouve qu'il y a des choses bizarres
rare qui se passe. Comme cet été, quand je suis arrivée, il y avait... l'eau était très, très basse, plus basse que j'avais jamais vue. On avait une grande plage. On n'a pas toujours... Donc, vous l'avez jamais vu aussi basse. Et vous n'êtes pas la seule. Hein? Il y a bien des gens qui nous écoutent actuellement, partout, vont dire la même chose. Oui. La semaine dernière, j'étais à Piquagami, au lac Saint-Jean. Oui. Oui, au lac Saint-Jean. Et puis, le lac, il y a des vieux qui me disaient qu'ils n'ont jamais vu le lac aussi bas. Aussi bas, c'est ça. Le lac Saint-Jean, là, il faut dire que le lac Saint-Jean n'est pas un lac naturel. C'est un réservoir. Oui, c'est vrai. Ah, c'est un réservoir. Ça faut pas il y a tout un barrage. Depuis 1926, il n'est pas au bon niveau. Mais néanmoins, ce réservoir, il lui manque 4 à 5 pieds d'eau. C'est ça. Alors, c'est partout, là. Et mais il manquait tellement d'eau que, imaginez-vous qu'on a eu des mulots dans notre, dans notre puits de surface. Parce que les mulots, on nous a dit, nous, on n'avait jamais vu ça. En 55 ans, j'avais jamais vu ça. De mulots dans votre puits de surface. C'est bien maudit, ça. J'avais jamais vu ça. Alors, avant qu'on s'en aperçoive, on a trouvé ça. que l'eau sentait un peu la souris morte. Ben, mais on s'est demandé il y en a un qui s'était noyé. Il y en a une couple qui s'était noyée. Ah, quelques-uns. Ouais. et après, j'ai demandé à des gens, puis on m'a dit, les mulots avaient trop chaud. Il y avait trop chaud, ils ont trouvé une place pour entrer dans la fraîcheur. Puis ils sont noyés dans le puits. Alors là, on a perdu notre belle eau potable pendant quelques temps. On était désespérés parce que c'était... Non, mais c'est des effets... Ce sont des trucs comme ça. C'est jamais arrivé avant. Bon. Et puis, tout à coup, vers la fin de l'été, il s'est mis à pleuvoir. C'est votre frère de Terre-Neuve qui vous a aidé pour des mulots? Oui. Il m'a montré comment assainir l'eau. On met du Javex et puis on attend que ça passe. Puis après, on fait analyser l'eau. Puis là, on a su qu'elle était redevenue potable. Mais tout ça m'a énervé pendant 2-3 semaines au moins. C'est sûr. Parce que quand on manque d'eau, si tout le monde avait l'expérience de manquer d'eau, parce que d'eau courante, là, d'aller chercher son eau, de se trouver des moyens de s'approvisionner d'eau. Puis que l'eau devient rare. C'est ça. Je pense que ça changerait beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui tournent le robinet puis qui pensent que l'eau vient du robinet, alors que c'est pas ça du tout. Hein. Il y a toutes des transformations et tout ça pour que l'eau nous arrive comme ça, toute cuite, on pourrait dire. Alors, mais quand on va à la base, on se rend compte que l'eau nous parle beaucoup, nous dit ce qui s'en vient, comment ça nous donne des signes. Et les signes cet été étaient un peu inquiétants. Tout le monde va dire la même chose. D'abord, d'une chose, tous les niveaux sont bas. Moi, de mon côté, dans ma forêt, la Rivière-Rouge, les gens des Laurentides n'ont jamais vu aussi bas cet été, mais ça vaut pour les lacs, ça vaut pour les ruisseaux. Oui. Donc, les niveaux sont bas, les précipitations, et là, c'est dans la nouvelle nationale. Donc, à l'échelle nationale canadienne, là, on le sait, il y a moins de précipitations. Oui. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'à la fin de l'été, il s'est mis à pleuvoir. En Abitibi, en tout cas, peut-être pas ici, mais là, c'était des trombes d'eau. Il y a toujours eu un nuage noir au-dessus de l'Abitibi, quand même. Ah non, mais quand j'étais petite, il y avait des machines à pluie. Ma mère disait ça, machines à pluie. Lac-Saint-Jean aussi. Mais là, maintenant, alors là, des trombes d'eau, mais vraiment des déluges, là. Ça tombait tout d'un coup. Et tout à coup, le ruisseau se mettait à... C'est ce qui s'est passé ailleurs. Il était devenu déchaîné. Le lac a monté tellement qu'un peu plus, on courait après le quai qui s'en allait l'autre côté du lac. Alors, il y a des choses comme ça. Là, les mulots avaient trop froid. Là, les mulots, ils ont disparu. Ils ont disparu. Les mulots, ça a pu donner de la tête. Mais c'était quand même quelque chose il y a des choses inhabituelles, en tout cas. Mais c'est sûr. Vous savez, ça me fait drôle de vous parler des mulots. C'est des choses auxquelles on ne pense pas parce que ça me ramène... On va sortir de l'eau, on va revenir dans la coupe de bois, dans la forêt boréale. Vous savez, quand on coupe du bois, on fait une coupe à blanc. Il y a eu des études à l'université, des gens très sérieux, puis il faut les respecter, qui ont étudié qu'est-ce qui arrive aux souris dans le bois. Mais tous les autres animaux aussi. Ben, ça veut dire tous les autres animaux, évidemment. Oui. Mais dans les souris, on pense jamais. Puis là, au lac du Parquet, là, il avait fait des études, puis l'isolement génétique. Les mâles n'arrivaient plus à trouver les femelles parce que ils tombaient en amour, puis là, ils n'allaient pas se rencontrer, puis là, ils se faisaient manger par des hiboux. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça absolument idiot, quelque part, qu'on fasse des réserves fauniques et qu'on coupe à blanc dans les réserves fauniques.
Ben, c'était l'époque, c'est la tradition au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, c'est-à-dire qu'on protégeait, On protège la ressource, la on coupait le ressource bois. pour pouvoir mieux pêcher, mieux chasser, mais on coupe le bois puis coupe pour le- chasser la faune. Ouais. Alors, c'est parce que la faune ne reste pas là où il y a la coupe à blanc. Ben, quelqu'un de vous dirait qu'il y a des animaux qui adorent ça, les coupes à Oui, blanc. quelques-uns, comme les orignaux, parce que les autres, ça leur donne moins de travail. Oui, oui, On c'est les ça. voit mieux pour pouvoir les chasser. Ouais, c'est peut-être qu'ils ne seraient pas contents là-dessus. Mais on voit des changements. Tout le monde le voit. Qui n'est pas enfermé dans une ville. Et Même je pense dans- plus on est au nord, plus on le voit aussi. C'est ça. Ben oui. Parce Ben que oui. les Inuits le le voient. voient beaucoup plus, parce que là, l'eau fond au nord. Hein, et puis, Il y a la fonte, il y a les, on il y est a les content. comportements du climat, Mais oui, les manifestations extrêmes. les glaciers qui fondent. Oui. Tout le monde est content, on va pouvoir aller en bateau, enfin, dans le pôle Nord, mais ça veut dire... Non, c'est pas une bonne. C'est pas une bonne idée. Les ours blancs aiment pas ça, je pense. Ben là, écoutez, ils sont en train de venir brun. C'est ça. Vous savez, quand un ours blanc descend au Il va sud, devenir grizzly. il va- d'autant plus qu'il s'accoupe avec les grizzlies. Hein. On a déjà Oui, commencé c'est ça. à le remarquer. Là. Bon, on va avoir du métissage d'ours. Il va y avoir du métissage d'ours, ça va nous donner des ours à peu près blancs, à peu près bruns, puis il faut qu'ils se rapatrient, effectivement. Mais en parce même qu'ils temps, ont- je trouve que c'est... Ben, nous sommes des apprentis sorciers. Oui, c'est ça. Ils ont dit que c'était une fille. Moi je dis que c'était la manicoutée, l'œil en feuille et la dent de coquille. Elle était la manicoutée. C'était plus haut que la plaine, il fallait pour aller là la patience et l'aviron, connaissance de la chute, du portage et du courant, où et comment l'eau culbute les oreilles de charrue, et l'eau morte et les cirés, les corps morts et les écumes, veille à gauche, veille à droite, à la pince et au ballon, sans vouloir te commander, tiens-toi bien mais laisse aller, pas grand eau mais c'est assez, pour te dire qu'à l'eau douce, on finit par dessaler, ça, c'était pour l'été. Ils diront que c'était une femme. Moi je dis que c'était la manicoutée, le dos souple et la danse dans l'âme. Elle était la manicoutée. Fatiguée de la semaine, rapide et gros bouillon, elle faisait son dimanche en amont du 4e, vive encore et paresseuse, avec du sable en dorure et les beaux cailloux tout ronds. À 2 pas c'est une source, à 3 pas c'est un brûlé, le foin haut puis les framboises, les bleuets puis les berries, et le petit bois d'argent. Quand on t'en prend pas ta course, c'est piquant puis déchirant, pas si vite assis-toi là, on va compter les cailloux, ça, c'était pour le beau temps. Ils croyaient que c'était une fée. Moi je dis que c'était la manicoutée, de feu, d'or et d'automne à differ. Elle était la manicoutée. Au premier jour de gelée, elle a déjà le gros dos, les manchons puis les manteaux, tout en blanc et beau et chaud. Elle a la race et la grâce, elle est de chasse et de glace, les renards et les bisons, les rats musques et les castors, le loup cervier puis la loutre lui font dentelle de drasse. Et quand la glace est trop mince pour la tenir enfermée, elle saute à la fenêtre, elle est noire et douce et froide, et c'est le froid qui la dompte à la tombée de la nuit. Et c'est le temps de l'hiver. Ils croiront que c'était une amante. Je dirais que c'était la manicoutée, jeune et vieille et muette et parlante. Elle était la manicoutée. C'était le temps du trappeur et le temps des compagnies. On partait le 20 octobre, on revenait 20 janvier. Quand un homme est à la chasse, sa blonda des cavaliers sont partis le même jour, mais chacun de son côté. On a trouvé par les traces qu'une fois rendu au piège, avait chassé tous les deux jusqu'à ce trou dans la neige. Attention, la glace est mince, tu la salueras pour moi, non? Y'a pas tiens, toi j'arrive, les chiens sont revenus tout seuls. Ça, c'était pour le printemps. Ils ont dit que c'était la fille. Moi je dis que c'était la manicoutée. Ils diront qu'avec l'âge on oublie. Elle était la manicoutée.
Desjardins. Je tiens cette chanson pour un chef-d'œuvre. C'est magnifique. Vrai, là. Puis Oui. une interprétation de Pauline Quelle Julien. interprétation incroyable. C'est hein. fou, là. C'est tellement beau. On a l'impression qu'elle-même, elle est une rivière. Ben, oui. Puis c'est toute la force. De toute façon, on a écouté, on a fait jouer quelques fois sur les chemins de travers, fait différentes interprétations, Gilles Vigneault et tout ça. Oui. C'est tellement une belle, C'est une très belle beau. pièce. Et puis là, Pauline Julien, ben ça, ça vient presque décupler la chose. Vous avez écrit la biographie de cette femme formidable. Oui. J'ai eu cet honneur-là de faire sa biographie. Je l'ai connue dans les dernières années de sa vie. Et puis, c'était une grande dame, Pauline Ouais. Julien. Elle était un peu diminuée à l'époque parce qu'elle souffrait d'aphasie. Mais c'était une expérience incroyable. On peut trouver cette biographie. Oui, elle existe toujours, Une maison mais il faut d'édition. peut-être la commander chez Ouais, Le Méac. chez Le Méac. On va dans une librairie, on la commande. Donc, chez Le Méac, biographie de Pauline Julien par Louise Desjardins. Non, mais c'est presque une obligation qu'on peut s'en rappeler parce qu'on a tendance à les oublier, ces géants et ces géantes C'est ça. des années 70. Des remarquables. Oui, ils sont déjà des remarquables, les Et oubliés. moi, je trouve ça. Parce que je regrette beaucoup qu'on ne parle presque plus de Pauline Julien, qui a été si importante, Gérald Godin. Son chum. C'est puis, ça. Toute cette époque. Mais là, on a repris Gaston Miron. Alors, Ouais, il ça fait de de la l'espoir. même gang. Là. Il y a de l'espoir. Oui. Bon, puis ces poètes, ça me fait penser à la chanson, on parlait de désacraliser le monde. La façon, finalement, de combattre tout ça, je le disais plus tôt, c'est de communiquer son amour de l'eau. De l'eau, oui, de la nature. Et des paysages, et des états de l'eau. Et oui, parce que l'eau est différente. S'il y a quelque chose de particulier, de changeant, c'est l'eau, puis il n'y a pas deux eaux pareilles. Oh, oui. Alors moi, je fréquente beaucoup les lacs dans ma région, et puis, je sais pas, si on va au bord du lac Abitibi, par exemple, je sais pas si vous avez marqué la couleur de l'eau du lac Abitibi près de Roquemort, c'est blanc laiteux. Hein, l'eau de la rivière Canot-Gévis, c'est brun. Oui, c'est vrai. Et l'eau du lac Vaudrey, évidemment, c'est de l'eau un peu jaune, de l'eau... c'est comme un soleil dans l'eau tout le temps. Alors, il y a une sorte de... Oui, vous en parlez, ça vous donne même le goût ça vous donne même le goût de devenir une créature d'eau et Mais de moi, rester c'est sous ça, l'eau et de vivre dans l'eau. Je pense souvent à ça, comment je vais passer mon éternité, là, parce qu'à un moment donné, hein, on n'est plus dans la vie, mais j'aimerais être dans l'eau, avec les poissons. Bon, ben, puis on va pas avoir vous un petit paquet enterrer. de glace au-dessus de moi. On va vous en noyer. Englacez-moi. Oui. Ah oui, puis un petit paquet de glace aussi. Oui, c'est ça. Parlons de l'eau en hiver, parce qu'on est un pays C'est ça. d'hiver aussi. Les flocons de neige, la glace. L'eau et qui gèle, l'eau sur laquelle on peut marcher, sur laquelle on peut patiner, l'eau qui devient un moyen de transport. C'est vraiment... c'est ça que c'est... Regarder l'eau pendant une année, c'est quelque chose de fascinant. Mais c'est sûr que il y a une sorte de méditation là-dedans, de lenteur, et qui nous ramène au destin universel, qui nous ramène à des choses aussi au quotidien, parce que l'eau, c'est la survie. Hein? Ah oui, On l'oublie des fois que l'eau, c'est la survie. Sans eau, on ne vit pas, vous l'avez dit. Oui, il n'y a pas de vie, C'est la vie, en fait. C'est la vie. Alors, puis on est en train de... On est dans une époque difficile pour la vie, tout simplement. Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'on joue à Les Apprentis Sorciers. On est en train de jouer un peu avec la formule élémentaire de le temps est liquide. Nous sommes liquides. Tout est liquide un peu. L'argent liquide. Oui, il y a de moins en moins d'argent liquide. C'est ça. On est à crédit. Cash flow. Oui, c'est ça. Mais non, mais la métaphore, elle est partout. Mais l'eau, on peut l'aimer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ma blonde est folle de la mer.
Oui. Vraiment, elle est malade. Ah, là. mais non, mais c'est vrai. Une malade. Ah, mais- Un enfant de maladie. Et moi, j'ai vu la mer pour la première fois de ma vie, j'avais 22 ans. C'est normal pour une Abitibienne. Ben oui, parce qu'on est loin de la mer. Ben, mais vous je êtes l'ai même dans pas le vu temps. au Québec, j'ai vu en Europe. Puis la première fois, je suis arrivée à Biarritz, j'ai vu l'Atlantique. À Biarritz, ça, c'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Il Hein? faut voir ça. Par hasard, je suis arrivée là. Mais j'étais tellement folle que je suis restée au bord de l'eau pendant 2 jours. J'ai eu une insolation incroyable. Ouais, Parce que j'en revenais pas, là. Vous savez, c'est que cette espèce d'immensité, de grandeur. Puis après, j'ai cherché à voir toutes les eaux. Moi, je cherche l'eau. Quand je vais en voyage, je cherche une ville avec de l'eau. J'aime ça, Paris, par cause de la Seine, ça fait- Londres. ouais, ouais. Ils ont chaque ville a sa personnalité à cause de l'eau. Ben, chaque ville, de toute façon... Qui a de l'eau, là. Ben, c'est les villes sans C'était eau, parce qu'il y avait de l'eau. Oui, mais moi, les villes qui les n'ont villes pas sont gardé cette espèce qui sont pas bâties autour de l'eau, ça m'intéresse pas. Puis ici, à Montréal, je trouve ça tellement dommage que le fleuve nous soit complètement étranger, presque. étranger, c'est ça. Presque. Ben, en tout cas, dans la partie de la ville, le port a pris sa Oui, fonction. c'est ça, et, mais c'est très... Contrairement à d'autres places où on a vraiment cultivé ça. Même à Rouyn-Noranda, il y a le lac Ossisco, ça fait toute la différence. Moi, je trouve qu'il y a une vie, une personnalité qu'on donne à une ville, à un endroit, à cause de l'eau qui... les plans d'eau. C'est ça. L'eau, ça le Pacifique, c'est pas l'Atlantique, Ouais, c'est ouais, la c'est mer ça. du Nord, la lumière de la Ouais. lumière du Nord. Hein, Ouais. Puis comme on le disait tantôt, un lac, c'est pas un autre lac. Non, absolument pas. Non. Puis une rivière, c'est pas une autre rivière. Non, Quand non, on non, aime non. une rivière. Alors, mais on a été tellement gâtés, au Québec, Oui. ou dans le Cranbérien, dans le bouclier canadien, on a été tellement gâtés qu'on a un peu gaspillé nos paysages. On a été très dur avec oui. nos... on parlait de renchausser, de déboiser, Oh, et harnaché. polluer aussi beaucoup. L'année dernière, j'ai été voir la rivière Rupert, puis c'est sur la route du Elle est Nord. belle, elle est belle, elle est Oui, belle, mais elle est là, on n'a plus. Elle Ouais. était harnachée. Alors, c'est Ouais. comme on perd des points de vue incroyables. Mais moi, je pleure pour la Romaine, La Romaine. qui est mais tellement belle. C'est ça, mais Mais- c'est des paysages fougueux, c'est des paysages à couper le souffle. On regarderait ça au cinéma, on trouverait ça extraordinaire, puis c'est là devant nos yeux On ne vivants. le voit pas. Et puis, pouf, ça disparaît. C'est l'eau qui forme les vallées. Alors, Louise Desjardins, c'est pas trop confortable. Il y a déjà 1 heure de canot. Le canot, quel extraordinaire. Oui, ça se perd un peu. Là. La popularité du kayak. Là. Les gens, ils se précipitent sur les kayaks. Sur les là. kayaks, oui. C'est plus facile Pas un rendu peu. au kayak, moi. Ouais, c'est il le est plus canot. facile pour manœuvrer le bon vieux canot. Là. Ah, Hein? rien comme un canot sur un lac tranquille. Oui. Vous allez rester avec nous pour la 3e heure. On va une partie de la 3e heure, hein, parce qu'on Oui, c'est... n'a pas vraiment fini. Là, Non, ben non. Non, on n'a pas fini. D'ailleurs, vous allez pouvoir réécouter l'émission en balado. C'est merveilleux, Je répète ça. toujours avec joie. Oui. Une première pour des chemins de travers. Les chemins de travers n'ont jamais né, les remarquables oubliés d'ailleurs, mais bon, et là-dessus, vous savez, les campagnes des auditeurs, ça finit par marcher. Les auditeurs qui n'arrêtaient pas de demander ça. Alors, les émissions des chemins de travers du 15 août au 19 septembre, ce soir inclusivement, sont disponibles en balado-diffusion. Alors, vous pouvez faire le tour du lac Vaudrey Avec le baladeur. avec le baladeur, puis écouter, puis suivre Mais c'est l'eau. vrai que des fois, on rate une émission puis on voudrait l'écouter tranquille à un autre moment et c'est bien qu'on puisse le faire. Ben oui, mais ça, en fait, c'est ce qu'on... Surtout cette émission-là. Oui, surtout sur l'eau, mais il y en avait plein de bonnes. Oui, oui. Depuis le 15 depuis Non, le mais 15 je parle août. des chemins de travers. Oh, oui, bien sûr. Mais là, il va y en avoir seulement 5 ou 6 quand même, pour pas exagérer. Là. Bon, Alors, c'est commencé. En balado-diffusion. Alors, on va quand même faire une pause pour aller écouter les informations. Peut-être qu'on va avoir des bonnes informations sur l'eau. On a toujours de mauvaises nouvelles. Ben, pas trop d'inondations, j'espère. Ben, les ouragans, des inondations. Bon, vous pouvez nous écrire le temps extrême, hein, c'est les climats extrêmes. La coupe à blanc. Ben oui. Alors, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse électronique les chemins de travers, en un seul mot, à radio-canada.ca. Parlant de géant, on va écouter de la musique de Monsieur Léveillé.
C'est la 3e heure sur les chemins de travers. Serge Bouchard au microphone. Et Louise Desjardins est restée avec nous. Nous parlons d'eau. Et tant qu'à parler d'eau, il y a comme ça des musiques élémentaires et incontournables. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour la mener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Petit bateau emporté par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé. Ça rappelle les souvenirs, on ne pouvait pas s'en passer. Non. Louise Desjardins, on a chanté ça. Oui, on a beaucoup chanté ça. Ça, c'était comme un gros succès. Oui, c'est une petite chanson qui nous berçait, je me rappelle quand j'étais pensionnaire, on chantait ça beaucoup. Oui. C'est très curieux parce qu'on pourrait dire, aujourd'hui, on le disait hors micro, à micro fermé, on disait que, en tout cas moi je le disais, on chantait ça. Mais on comprenait pas. On comprenait rien non, de ce mais qu'il disait. le thym et le serpolet dans les années 50, ici, là, c'était pas vraiment. Il y a bien des choses, des chevrons, des machins, des trucs, le hameau. Là, c'est pas grave. Ben, c'était pas grave. Non, puis c'est pas. On se rend compte maintenant jusqu'à quel point c'était étranger. C'était très étrange. Mais à l'époque, on s'en apercevait pas. Mais regardez les deux pôles de la culture. Là, on va sortir de l'eau un peu. Oui. Mais l'eau, je ne peux pas m'empêcher de le dire. En 1956, on pouvait écouter ça, chanter ça, Guy Béard, puis tout ça. Une petite voix presque aussi fluette là, que le ruisseau qui descend. Puis on chantait Don't Be Cruel. Absolument. Sans comprendre les mots. Oui. Il y a Hound Dog, sans comprendre les mots. Jailhouse Rock. Jailhouse Rock. Vous aviez Elvis d'un côté, Guy Béard de l'autre, puis le Québec entre les Jacques deux. Doué. Ça allait très, très bien. Oui. On n'était pas mêlés à peu près. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, des inquiétudes quand même. Oui. Qui font partie de l'ensemble de nos inquiétudes. C'est comme s'il y avait eu une maltraitance de l'eau dans notre histoire de vie à nous. Oui, il y a eu beaucoup de changements. Quand j'étais toute petite, je me baignais dans
le lac Ossisco. Et j'étais pas malade, là, mais après ça, on a entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient des boutons. Ah, puis... ouais. Mais là, la mine Noranda envoyait ses déchets dans le lac Ossisco par tour de bras. Et C'est presque un épisode d'Homer Simpson, ça. Absolument. Et maintenant, aujourd'hui, bon, graduellement, on interdit la baignade et, dans le lac et tout ça. Puis aujourd'hui, c'est irrécupérable. Le lac, lui, est pas mal irrécupérable. Ça prendrait... Une membrane. Il faudrait mettre une membrane en dessous. En tout cas, ils essaient là, de toutes sortes de... Ça, Parce c'est la que maintenant, grosse... les ouais. mines essaient de se faire une meilleure réputation. Parce que les mines ont la réputation de colorer l'eau, n'est-ce pas, en violet, orange et tout. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé en avion Oui, au-dessus des mines en Abitibi. En général, quand je passe au-dessus de l'Abitibi en avion, j'ai les yeux fermés. Oui, mais il y a des plans d'eau autour des mines. C'est extraordinaire. C'est comme des couleurs très, très fluo. Là. Alors, les mines ont coloré toutes les eaux comme ça. Puis après ça, ils sont partis sans rien faire. Et ça nous est resté comme ça. Et ça a beaucoup... On est parti d'une civilisation d'inconscience, d'insouciance, parce que tout était permis. Il y avait trop de tout. Et on pouvait tout faire parce que, dans le fond, il n'y avait pas autant de gens qui avaient des autos, il n'y avait pas autant de consommation parce que c'était après la guerre. Moi, en tout cas, quand je suis née après la guerre, tout était restreint, c'était les coupons et tout ça. Et puis, tranquillement... Là, c'est l'abondance, la société d'abondance. Tranquillement, avec l'abondance, est arrivé le gaspillage. Ouais. Et je pense qu'on a gaspillé des eaux beaucoup. Gaspillage de la forêt, gaspillage de l'eau. Maintenant, il y a des choses qui sont devenues presque sans retour. Et et je pense, moi, que je suis pas une écolo-sceptique. Je sais pas trop comment on appelle ça, là. Mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que qui est arrivé, ce gaspillage-là, cette inconscience-là, je pense que ça a eu des répercussions, ça a des répercussions sur ce qu'on vit présentement au point de vue des catastrophes, des cataclysmes. Je pense que je pense que les gaz à effet de serre et tout ça, ça a vraiment un impact. On ne sait pas encore jusqu'à quel point, mais quand je me rappelle, en 80 à peu près, j'étais allée à Epcot Center avec mes enfants près de Walt Disney. C'est le passage obligé de tout... quand on a des enfants. C'est ça. Et on était allés à Epcot Center et j'avais vu une exposition où on montrait comment on arriverait à tout dépolluer ce qu'on polluait. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. C'est surtout rassurant. Ne vous inquiétez pas. Polluez tant que vous voulez. Les rivières, il n'y a rien là. On va les dépolluer. On a tout ce qu'il faut. La science peut arriver à tout dépolluer, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui manque. Là. Ça n'a pas marché. En fait, l'inquiétude viendrait... effectivement, il semble que l'inquiétude vient du fait que nous prétendons d'un côté tout contrôler, tout calculer, tout mesurer. Et d'un autre côté, on s'aperçoit très bien que tout ça n'est que fumisterie. Nous sommes à l'aveugle. Absolument. Et aujourd'hui, dans la climatologie, vraiment, c'est des interrogations partout. Il n'y a pas un scientifique. Même dans le débat sur l'eau, il y a des gens qui se contredisent constamment. Tout le temps. Dans tous les colloques. Mais tout le temps. On a, comme là, même quand il est question des gaz de schiste, il y a des scientifiques qui disent telle chose, d'autres non, c'est pas dangereux, d'autres c'est dangereux. Mais moi, je suis toujours portée à me dire que on peut pas jouer tant que ça avec la nature, parce que on fait partie de la nature et tant qu'on a l'esprit de dominant, ça nous joue des mauvais tours. Oui, c'est une vaste proposition philosophique. Nous croyons au-dessus de la mêlée. Nous croyons des dieux, là, au-dessus de la mêlée, mais c'est pas vrai. En vérité, ça va nous emporter. Parce que il s'agit d'avoir affaire à, je sais pas, les gens, par exemple, qui ont vécu le tremblement de terre en Haïti. Je pense qu'il y avait pas beaucoup le sentiment de contrôler leur... Alors, c'est la même chose au Pakistan. Quand des flots d'eau arrivent et détruisent tout, là, on n'est plus capable de contrôler ça. Il y a une sorte de violence de la nature. Absolument. Dont on ne connaît rien. C'est-à-dire, on ne sait rien des cycles
on ne connaît pas les cycles. On ne sait pas si c'est un cycle. On ne sait pas si c'était... parce que quand même, nos mesures sont très courtes. Sont sur une période très courte. Les prévisions de la météo, c'est de plus en plus difficile. Non, mais c'est parce que là, on a un exemple qui se dit les 2 plus gros ouragans jamais vus sont dans l'Atlantique. Mais il faut préciser, les 2 plus gros ouragans jamais vus depuis qu'on a des satellites qui regardent ça. C'est ça, mais avant, on ne le sait pas. On ne sait pas. Il y a sûrement eu des cataclysmes. Dans la Bible, il y a Noé. Là, terrible ce qui est arrivé à Noé. Terrible. Il n'avait pas vu la météo. Qui avait ramassé tous les petits animaux. Lui, il avait écouté la météo, oui. Il avait ramassé ses petits animaux dans son bateau. Mais en tout cas, c'est un peu quelque chose comme ça, je trouve, qu'on vit présentement. Moi, j'ai très peur, par exemple, qu'on perde des îles avec la corrosion, qu'il y ait tellement d'eau qui engloutissent les berges du Saint-Laurent. Ah oui, les niveaux des océans vont changer, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, en tout cas, je pense que c'est devenu inquiétant. Oui. Ben, pour l'avenir, c'est sûr. Puis vous n'êtes pas pour la les seule. petits-enfants. Bon. Moi, je pense à mes petits-enfants. Je me dis, est-ce que dans 50 ans, ils vont pouvoir avoir même une petite liberté de... Hein, c'est-à-dire la texture même, le filet de la vie est en train de changer. Ben, même sur notre propre temps de vie à nous. Oui. Je parlais plutôt on n'aurait jamais imaginé, nous, boire des bouteilles d'eau. Ah, non. Boire des bouteilles d'eau. Mais non, mais surtout boire des bouteilles d'eau du robinet. C'est-à-dire que les bouteilles de Coke et de Pepsi qui font l'eau, c'est de l'eau du robinet, là. Ouais. Alors, on achète l'eau. Ça, pas besoin de le savoir. Moi, j'essaie de m'imaginer que c'est de l'eau pure. Je suis très, très bon client. Quand le soir tombe et que passe l'été, comme une ronde, une valse à danser. 1, 2, 3, l'enfant s'endort en laissant ses jouets dehors. Quand le ciel jongle, que s'étire l'été, un ange passe, une feuille à trembler, tendrement l'oiseau s'endort. Sous son aile est cachée l'aurore. Un vent promène un vieux journal qui se gonfle d'être cerf-volant. Les pommes tombent dans nos têtes. Un mois d'août sont déjà septembre. Quand le temps sombre et que meurt l'été, comme une ronde, une valse à valser. 1, 2, 3, l'enfant s'endort. Il fait froid pour jouer dehors. Eh bien, ça, c'est Marie-Claire Séguin, sur l'album Marie-Claire Séguin, Berceuse au mois d'août. Une caractéristique, on vient d'entendre les mots, les paroles, c'est composé par Hélène Penneau. Et on va la saluer, Hélène Penneau, sa mémoire, la regretter, Hélène Penneau, que j'aimais tellement. Ah, moi aussi, je l'adorais, Hélène Penneau. Oui. C'était vraiment une femme incroyable, délinquante et généreuse et très, très au fait, là. Elle était, par rapport à l'eau, elle c'est parti, elle m'a amenée à Au Secours.
secours, à faire partie des porteurs d'eau. Elle allait chercher les gens. Elle était très dynamique. Oh, oui, c'est tout un numéro, Hélène Oui. Penneau. Là. Ah, je l'ai connue par Pauline Julien, justement. Ah ouais? Oui, Ah c'était ouais. une grande amie de Pauline Julien. Une mafia, Pauline, ça. mais c'était la mafia d'Hélène Penneau. Elle connaissait tout le monde. Ouais. Ah non. Puis elle vivait dans le bois. Tu sais, ça Oui. vivait comme Au personne. bord de son lac, Ben et oui. son fameux livre, Les carnets du lac, que j'ai Ouais. adoré. Là, quand je lisais ça, puis j'étais jalouse, je me disais, j'aurais aimé ça écrire un Ben livre ça, c'est comme bon signe, ça. Quand le poète et l'écrivain est jaloux, c'est bon signe. Mais pas de elle, mais de son texte. Non, mais encore une fois, ce sont de grands personnages qui ont existé. J'espère qu'on ne va pas complètement les oublier. Non. Hélène Penneau est Il en décédée, faut. ça fait 2 ans, 3 ans. 2 ans, peut-être, ouais. je sais plus. Mais il faut qu'il y en ait des gens comme ça qui parlent haut et fort, qui aient peur de rien. Elle avait du front tout autour de la tête. C'est rien qui la dérangeait. Hein, Ouais, moi, j'ai de beaux souvenirs. Je travaillais avec elle ici à Radio-Canada. On avait des atomes crochus. oui. Ah oui. Mais c'était des atomes crochus de délinquance. Oui, c'est ça. Ah, oui. Il y avait, Donc, il connaissait Pauline Julien, puis tout ça. Puis c'est une sorte de passion de la beauté des choses Oui. et du pays. Et du pays, oui. Elle aimait de rester à la campagne. Je me rappelle quand elle a déménagé à Saint-Zénon. Mais c'était une fille de la ville. Ça, j'aime ça, Saint-Zénon. J'aime pas les Saints d'habitude, mais là, Zénon, je l'aime. Zénon, oui, c'est avec un Z. Oui, t'es creux à Saint-Zénon. Là, c'était donc beau, ça, Oui, Saint-Zénon. Et elle a vraiment adoré habiter là, puis elle voyageait souvent. Puis je disais, comment tu fais pour être... Ah, mais quand j'arrive, Louise, tu pourrais pas savoir le lac. C'est ça. Puis tout ça. Ah, ça a tout un voyage. Ah, on faisait oui. des allers-retours, on faisait des chroniques, on travaillait ensemble ici, puis on partait de Radio-Canada, puis on s'en allait dans la neige tous les Oui, deux, oui. puis on se disait bonne chance. Moi, dans les Laurentides, elle, vers Saint-Zénon. Dans Saint-Zénon. Comme une des fous. Oui. Des fous, puis elle fumait comme une cheminée, puis tout allait bien dans la vie. Oui. Bon, on va vous redemander, on va vous remettre en service de la poète. Après tout, c'est normal qu'on demande aux poètes de lire de la poésie. On vous demande sur l'iceberg. Des icebergs millénaires, engloutis sous la nappe phréatique, sourds en vrac, fourmillent dans le sable, finissent en prison dans une bouteille jetable, vendue, pure et morte, l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, c'est beau. Ben, c'est ça, si l'eau se souvient de tout, elle va se souvenir d'avoir servi à l'industrie, avoir fait de l'aluminium, Oui. avoir refroidi du nucléaire, elle a fait refroidi des moteurs, elle a lavé des gens, Oui. elle a nourri des choses, des pâturages, des faux pâturages, fait des Ben, gazons c'est- dans le désert. C'est ça. L'eau sert beaucoup à la vie, mais à un moment donné, ça sert aussi à la mort. Alors, c'est comme elle est dans. C'est ça, quand j'ai l'eau, elle englobe tout. Hein, Ben, l'eau se fout un peu de nous, Absolument. quelque part. Alors, c'est un discours de l'être humain sur l'être humain et sur la responsabilité de l'être humain, parce que l'eau, ben, nous regarde passer, finalement. Oui. Parce oui. que la mer et l'océan sera là après nous. Absolument. Oui. Parce que moi, c'est ce qui me fascine dans le débat, en préparant l'émission, puis là, on est en train d'échanger, c'est qu'à l'époque, l'eau n'est pas un sujet. Elle Non, n'est pas on un n'en grand parle sujet, pas. Elle surtout fait pas au partie de la Canada. vie, là. ça fait partie de Puis on la en vie. a en masse. C'est ça. On a des lacs, on fait des chalets, on déboise autour, des moteurs dans les lacs. Ah, les moteurs. Mais d'ailleurs, quand on a fait notre réserve de biodiversité, nos ennemis, c'était beaucoup les gens, nos Des co-riverains, moteurs, ouais, qui voulaient pas perdre leur moteur, qui voulaient pas perdre leur privilège de faire absolument tout ce qu'ils voulaient, d'être obligés d'avoir des fosses sceptiques, réglementaires et tout ça. Ouais. Il y a- C'est dur. C'est dur, ça. Non, le débat public là-dessus, changer les habitudes Ah, et tout ça. c'est vraiment... on a l'impression qu'on transporte le monde presque sur nos épaules parce que on essaie de changer quelque chose qui semble immuable au C'est départ. Ben, bon, il y a une certaine culture, mais cette culture de l'abondance et de l'irrespect, c'est quand même quelque chose, prendre des lacs, puis faire du ski nautique, puis mettre des gros moteurs, Oui. puis le prendre Quand comme un on jouet. sait que c'est Et là, tu te nocif... dis, c'est nocif. Oui, les si doux. Les si doux ne sont pas si doux. Bon, là, on est au sommet de la chaîne
de la pyramide. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Là? Oui, c'est ça. Mais les gens qui en font nous trouvent très bizarres de ne pas en faire. Voilà, c'est le débat de l'argent et du développement économique. C'est les choix qu'on fait, c'est sûr. On veut que les fabricants de jouets... Mais c'est toujours la menace que tu ne gagneras pas ta vie si tu t'occupes de la nature, parce que c'est pas payant, la nature. Quand les gens font la mine Malartic, la mine Osisko à Malartic, ceux qui étaient contre, ils passaient pour des gens qui voulaient rester pauvres. Oui, contre le développement contre économique. Le développement économique. Mais là, maintenant, ils se rendent compte que, regardons ça, il y a un gros mur qui est en train de s'élever là. Puis ça fait beaucoup de bruit, puis ça fait beaucoup de poussière. Puis, regardons ça. Mais je pense qu'il y a une espèce de conscience, en tout cas, qui n'est pas encore assez présente partout. Peut-être que ça prend des plus grandes leçons. On l'espère que non. Les plus grandes catastrophes, en fait. Il faut qu'on le sente. Il ne faut pas le souhaiter, là, mais des fois, c'est la catastrophe. Hein. Le Titanic, c'est toujours la métaphore du Titanic. Il a frappé. Il s'en allait, il n'y avait aucun problème. Tout allait bien. On allait traverser l'océan le plus vite possible. On était les meilleurs au monde. Et puis, à un moment donné, pouf! Mais là, ça fait réfléchir. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans toute la complexité du monde et de l'histoire, au point où nous en sommes, un point tournant peut-être en 2010 sur la planète, pensent ça, qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver. Oui. À la vitesse où on va. Mais ça ne concerne pas le Québec, c'est le Québec, le Canada, les États-Unis, l'Occident, la planète. C'est mondial. C'est mondial. Oui, mais c'est mondial, mais en même temps, je trouve tout le temps que quand j'entends des discours sur le fait qu'il faut qu'il y ait faut qu'on puisse faire de la production, de la productivité, puis la richesse, puis répondre à la demande, on se rend pas compte. Il y a beaucoup de gens encore qui se rendent pas compte que la demande, c'est nous qui la créons. Et c'est nous qui creusons la fosse. Creusons la fosse de la demande. Parce que c'est le prétexte des grandes compagnies pour tout faire, même embouteiller notre eau de robinet. Qu'est-ce que j'ai dit? Combien d'eau que ça prenait pour faire une paire de jeans? Puis c'est pire encore quand c'est les jeans délavés. C'est ça. Le mot le dit. Non, mais il passe tellement d'eau pour brosser pour que ça ait l'air des vieux jeans. Ouais. C'est encore pire que des jeans qui ont l'air neufs. Ah, mon Dieu, on s'en va dans le détail. Louise Desjardins, c'est tellement agréable. Au nom des auditeurs, je vous remercie de tout cœur. Puis je remercie toute la lignée des Desjardins, la famille. Yvon, oui. Yvon, qui est enterré où? Qui est enterré à Rouyn-Noranda. Vous irez le saluer à Rouyn-Noranda. Oui, j'ai tous les étés. C'est pas toujours facile avec mon père, mais je reconnais aujourd'hui que... C'est jamais facile avec son père. Non, puis je reconnais aujourd'hui que, après avoir tout décanté ça, que c'était quand même quelqu'un de très, très... un peu visionnaire dans son genre. Alors, on vient d'ouvrir un autre sujet, les filles avec leur père. Ah oui. On fera ça un autre soir, on va vous réinviter. Un gros merci, ça a été merveilleux. Ça me fait plaisir. Eh bien oui. Louise Desjardins est partie. Il y a toujours un peu de tristesse quand notre invité s'en va comme ça, en pleine course. Mais c'est bien. Puis elle me rappelait Hélène Penneau. En fait, au souvenir de tous ces gens qui se préoccupent et qui, d'une manière ou d'une autre, vont tenter par tous les moyens, par association, de démarrer une réflexion et un discours sur le côté précieux des choses, tout simplement. Alors, l'eau, on va en retirer peut-être une première conclusion de notre petit voyage de ce soir. Jusqu'à très récemment, dans notre culture à nous, en Amérique du Nord, très certainement en Amérique du Nord, l'eau a été tellement abondante, en précipitation, en réserve, en lac naturel, en rivière naturelle, en chute. Tu sais, on pense à toutes ces grandes rivières, le fleuve Saint-Laurent, le Mississippi, le Missouri, le Mackenzie, pour qui a vu le Mackenzie qui s'en va vers l'Arctique, et le fleuve Columbia sur la côte ouest. Les chutes Niagara, les grands lacs, puis les grands lacs. Quand on parle des grands lacs, on a parlé des grands lacs, puis il y a d'autres lacs qui veulent rentrer dans le club des grands lacs. Puis je suis lac Winnipeg, puis l'autre lac, lac des Esclaves, lac de l'Ours, voudrait être dans les grands lacs aussi.
Alors, puis quand tu arrives sur le bord d'un lac comme le lac Mistassini, tu vas pas l'autre côté. C'est une mer intérieure. Il y a des grands lacs dans le Nord-Ontario. Il y a des grands lacs au Labrador. Michikamar, c'est ça que ça veut dire. Alors, on a pensé que de l'eau, on en avait partout. Qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mettre des moteurs, couper les arbres, rejeter nos déchets naturels de chalet, mais rejeter nos déchets industriels. Jeter tout à l'eau. D'ailleurs, quand j'étais jeune, tout se jetait à l'eau. Beaucoup des dépotoirs étaient près de l'eau. Alors ça, c'est intéressant. On jetait des choses sur le bord de l'eau. Quand même pas rien. C'est des générations. Bon, heureusement, on n'était pas aux grandes sociétés de consommation. Néanmoins, vous pouvez, dans certaines régions périphériques, trouver des vieilles voitures, mais des modèles T qui sont en train de rouiller dans le fond des criques. On jetait ça dans les trous, on jetait ça dans les vallées, on jetait ça à l'eau. Le pire, ça a été le fleuve Saint-Laurent, évidemment. Et s'il fallait l'assécher, on ferait de l'archéologie, on trouverait à peu près... je ne sais pas ce qu'on trouverait là. Tout ce qu'on pourrait trouver de notre propre histoire. Alors, cette eau qui servait à laver nos péchés, à laver nos cochonneries, à faire partir au loin. En fait, l'eau était vivante, elle pouvait transporter notre culpabilité. Eh bien, on s'aperçoit qu'elle est rare, on s'aperçoit qu'elle est précieuse, et on s'aperçoit qu'il faut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on la regarde, puis on se dit, est-ce qu'on pourrait revoir une sorte de pureté originelle? Softer and kinder than the light, takes what's sharp and wraps it wide. I will walk down by the foggy sea, where the rocks are weeping silently. That love was once so bright and bold, has burned itself to cold. And so I love a foggy night. I walk and walk to my heart's delight. The fog's cool kiss upon my face, all sorrow will erase. The fog is rolling over the bay. It drifts my heart so far away. Softer and kinder than the light, takes what's sharp and wraps it wide. Eh oui, mais on disait, on fait un peu d'histoire, la vieillesse de l'eau. Moi, ça m'impressionne toujours, la vieillesse de l'eau qui est témoin, l'eau qui est mémoire, et l'eau qui est si précieuse. Ben, elle est déjà précieuse comme une sorte de musée.
Et puis, je suis pas chimiste, puis je m'adresse pas particulièrement à des chimistes, mais on est capable de se comprendre quand même. On connaît tous le sigle de l'eau, H2O. H2O. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que c'était intéressant d'apprendre que l'eau est venue au monde dans l'univers. L'eau apparaît dans l'univers il y a 12 milliards d'années. Intéressant, ça, hein? 12 milliards d'années. C'est vieux, ça, 12 milliards d'années. Et on ne parle pas de la Terre, on ne parle pas du système solaire, on parle de l'univers. L'univers a 15 milliards d'années, l'eau, 12 milliards. Donc, il y a eu 3 milliards d'années sans eau, 12 milliards d'années avec de l'eau. Les éléments d'origine de l'univers sont l'hélium, l'oxygène et l'hydrogène. Et l'eau, c'est l'union de l'oxygène et l'hydrogène, le fameux H2O. Il y a de l'eau partout dans le cosmos. Intéressant. Il y a de l'eau sur les planètes, il y a de l'eau dans les étoiles, il y a de l'eau un peu partout. D'ailleurs, les étoiles fabriquent de l'oxygène et il y a de l'eau sous toutes sortes de formes. Alors, l'eau est captée au cœur des systèmes, cœur des astres. L'eau est en état de glace, l'eau est en état de gaz, l'eau peut être certainement en état liquide. Alors, si on regarde notre propre Terre, l'eau, bien évidemment, l'eau est là. Et, elle existe, et c'est l'eau qui donne la vie. Sans eau, pas de vie. Et d'où vient l'eau sur Terre? Là, ça, c'est une grande question. Ce sont des réactions chimiques. Il y aurait sur Terre 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. Rien que ça, c'est beaucoup. Et la planète a conservé cette eau. Elle peut venir l'eau est peut-être extraterrestre, mais il reste que l'eau existe par réaction chimique depuis des milliards d'années sur Terre. Bon, 12 milliards d'années dans le cosmos. Nous, on est à peu près à 5 milliards d'années, 4 milliards d'années. Alors, imaginez-vous, à 4,4 milliards d'années, 5 milliards, on sait qu'on a eu des preuves qu'il y avait de l'eau sur Terre à ce moment-là. Beaucoup d'eau sur Terre. Mais c'est très ancien, de l'eau. Pensons-y, quand on regarde une goutte d'eau. Et la vie s'est développée dans des milieux océaniques. Alors, regardez notre réserve d'eau, c'est immense. Mais 97% de l'eau sur Terre est salée. Il reste donc 3% pour l'eau douce. Mais de ce 3%, 2%, c'est de l'eau captive dans les glaciers. C'est pas croyable. Il y a 3% d'eau douce, mais 2% sont dans les glaciers. Du 1% qui reste, là, il faut commencer à la chercher. Parce qu'il y en a dans les nappes phréatiques, il y en a dans les puits profonds, il y en a dans la croûte terrestre, et puis il y en a à la surface, plus facilement accessible. Et c'est ça, notre réserve d'eau. Que ce soit à la mer, que ce soit dans un lac, que ce soit dans une rivière, ou même dans un fleuve, l'eau, bien sûr, est un médium de l'absolu. Ça nous amène près de l'absolu, même dans ces états gazeux ou ces états brouillards, brumeux. Il n'y a rien comme un brouillard pour vous transformer, pour vous faire penser, puis peut-être vous rendre d'une belle mélancolie. Une belle pluie aussi, c'est beau. L'eau, c'est beau. L'eau, c'est beau elle est belle dans tous ses états. Une belle tempête de neige, de la glace. Aimer la glace. Il faut connaître quelqu'un dans sa vie qui est tombé en amour avec la glace et les glaciers. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Les glaciers, les grands glaciers, les petits glaciers, les moyens glaciers, le glacier chez vous. La neige, un glaçon. Les enfants le savent. Les enfants le savent qu'ils le ratent jamais. Ils vont essayer de décrocher les gros glaçons, puis ça les intrigue, puis ils regardent, puis c'est beau, puis il en faut de l'eau. Et l'eau, c'est précieux. Alors, je disais 97, je les répète, ces chiffres. 97 d'eau salée, 2% glacée, il reste 1%. Et de ce 1%, il n'y a que 1/10 de 1% qui est disponible facilement par puits de surface, par eau, etc. Alors, toute l'humanité fonctionne sur 1/10 de 1% de l'eau douce de la Terre. Alors, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est sûr, qu'on en a surtout quand on vit dans le nord-est de l'Amérique. Et en plus, pour faire du mal, elle est mal répartie sur Terre. Alors, la planète n'est pas parfaite. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Et il y a des milliards d'humains qui sont en manque chronique d'eau. Puis là, on dit manque chronique d'eau, santé. Boire, tout simplement. Or, comme nous sommes de l'eau, il faut boire.
les gens de publicité ont compris ça, là, qui nous disent on est de l'eau, on peut boire de l'eau, etc. La vie sur Terre, vous savez, a toujours été dans l'eau. C'est très, très récent qu'on est sur Terre, que la vie est sortie. Mais on est sorti sous forme d'eau, parce que nous sommes des gouttes d'eau, un paquet de gouttes d'eau, en tout cas, nous sommes des seaux d'eau. S-O-T, d'eau, c'est ça. La proposition était bonne. Nous sommes des seaux d'eau. Et puis, on est 7 milliards. Alors, c'est ça le problème. Si 7 milliards d'humains, nous visons tous la même chose, c'est-à-dire manger des hamburgers, laver son entrée d'asphalté, laver sa voiture, nettoyer le sang dans les rues quand on a assassiné tout le monde, se servir et porter des jeans délavés et tout, et tout, et tout. Alors, c'est normal, si on veut tout ça. Arroser nos pelouses dans des déserts. À chaque fois que je vais en Californie, puis que je traverse la Californie, puis qu'on connaît l'histoire, puis qu'on connaît les pionniers, puis qu'on sait que c'est un désert, la Californie, tu te dis, ça se peut pas avoir détourné des fleuves et des fleuves et de l'eau pour arroser des pelouses et faire pousser des palmiers et laver des voitures. On arrive à la fin de notre voyage et en fait, on arrive vraiment à la fin de notre voyage. C'est pas qu'on manque, c'est pas que la source des chemins de travers soit tarie d'aucune façon. On arrive, il faut quand même finir par arriver et c'est un peu avec beaucoup, beaucoup de plaisir. On va souhaiter d'ailleurs, on va conclure sur l'eau, on va souhaiter beaucoup de pluie cet automne. On a besoin d'eau. On va souhaiter de la pluie, on va souhaiter beaucoup, beaucoup de neige cet hiver. On a besoin de neige. Puis on va souhaiter beaucoup de froid, parce qu'on a besoin de froid. Alors, vous voyez le programme. Alors, parlant de ça, c'est terminé les chemins de travers. On va, la semaine prochaine, à ce créneau horaire, ce sera le retour de Tout le monde en parle. Donc, on revient à la normale. À Tout le monde en parle. Nous, on va vous revenir quand même, on s'en va pas si loin, on va vous revenir pendant la période des fêtes, les chemins de travers, durant la pause de Tout le monde en parle. Alors, on va vous revenir durant la période des fêtes avec une nouvelle programmation, des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets. Ça va être bien intéressant. On va aussi reprendre, on nous a dit qu'on va, un peu comme un cadeau, on va reprendre quelques personnages de la série Les Remarquables Oubliés qui vous seront offerts en bouquet dans le temps des fêtes. Alors, surveillez la programmation de Radio-Canada, parce que ça, il va y avoir des Remarquables oubliés. Et puis ensuite, la direction de Radio-Canada nous renvoie en production. Alors, on rentre en usine de production de nouveaux Remarquables oubliés, là, en bonne et due forme, 10 nouveaux. Alors, pour les grands remerciements de notre grand départ, pour le moment, là, des ondes, Daniel Foucard, on l'embrasse et on la remercie pour l'actualisation, la rédaction de notre site Internet. Site où vous pouvez réentendre toutes nos émissions. Nous serons en balado dès cette semaine. Et balado que vous trouvez sur notre site. Merci à Véronique Galland pour la déclaration des droits musicaux. J'embrasse Lise Ménard comme à chaque semaine. Un beau bec. Pas à Raymond Coutu. Non, lui, il l'embrasse pas. Mais quand même, bon, je le salue bien. Et Rachel Verdon, je l'embrasse aussi. Et Serge Bouchard au microphone. Je vous souhaite un bel automne et on a bien hâte de revenir au microphone. Salut, au revoir.